Ciao, c'est David. On va regarder aujourd'hui ensemble comment devenir auto-entrepreneur. On va regarder qu'est-ce qu'une micro-entreprise, quand et pourquoi devenir micro-entrepreneur, comment et où s'inscrire. On va vraiment regarder ça ensemble. Pas à pas, on va regarder combien de temps ça prend pour pouvoir devenir micro-entrepreneur, combien ça coûte exactement, donc quels sont les frais que tu vas devoir mettre, les assurances obligatoires et les assurances conseillées, comment gérer ton compte en banque, la question de la TVA, également comment est-ce que tu peux calculer tes impôts et tes taxes, comment facturer correctement tes clients, comment gérer ta compta, comment déclarer ensuite ton chiffre d'affaires et ensuite quelques derniers conseils. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment que ce soit un guide complet, étape par étape, que tu vas pouvoir consulter plusieurs fois durant tes premiers mois de ta vie d'auto-entrepreneur. Donc, n'oublie pas de t'abonner et nous, on repart tout de suite pour ce guide complet du micro-entrepreneur. Alors, juste avant de commencer, un petit disclaimer pour tout le monde. Évidemment, je ne suis pas conseiller juridique. Toutes les informations que je vais te donner ici, je les ai trouvées sur les sites officiels, également de mon parcours, d'accord? Donc, c'est toutes des informations qui sont justes, mais ça peut arriver que les informations changent, que la législation change. Donc, évidemment, il faut toujours que tu te tiennes au courant. Donc, pour commencer, qu'est-ce qu'une micro-entreprise? Alors, une micro-entreprise, c'est une société qui est liée à toi-même. En fait, c'est toi-même qui es ta propre société, on va dire. C'est ce qu'on appelle une entreprise individuelle qui relève du registre fiscal de la micro-entreprise pour tout ce qui est justement du paiement des cotisations sociales, etc. C'est-à-dire que c'est toi-même, lorsque tu vas facturer tes clients et que tu vas recevoir l'argent, tu vas devoir ensuite payer tes propres cotisations sociales. L'objectif de la micro-entreprise, c'est de simplifier au maximum les démarches. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à faire. On le verra. Vraiment, en une journée, tu peux, même pas une journée, tu peux avoir fait les démarches pour devenir micro-entrepreneur. Donc, évidemment, en France, il y a plusieurs types d'entreprises. Donc, il y a les entreprises individuelles, dont fait partie justement la micro-entreprise. C'est vraiment ça qu'on va voir nous. Et il y a évidemment ensuite les sociétés à responsabilité limitée. Donc là, c'est vraiment une société à part entière où il y a beaucoup plus d'administratifs, de comptabilité, etc. Il y a les SAS ou les SASU également, la SA, la SNC, les sociétés civiles. Bref, ça, c'est toutes des autres sociétés, vraiment des personnes morales. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est totalement détaché de vous, c'est plus vous-même. Mais ça, on ne va pas le voir. Nous, on va vraiment voir la micro-entreprise. Alors, pourquoi est-ce qu'on va voir la micro-entreprise? C'est parce que justement, c'est ce qui est le plus facile à lancer, le plus rapide. Donc, lorsque tu débutes dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le modèle d'entreprise qui va être le plus utile pour toi. Donc, évidemment, lorsque tu as un projet où il y a beaucoup de risques, il vaut mieux consulter un conseiller juridique, un spécialiste, une fiduciaire par exemple, qui pourra réellement te conseiller quelle forme exactement il faut choisir pour ton entreprise. Mais si tu veux lancer un business de service, eh bien là, il n'y a aucun problème. Justement, on en parle. Donc, quels sont les types de business qui sont adaptés à la micro-entreprise? Donc, je t'ai fait toute une liste ici. Tu peux faire une capture d'écran de tout ça. Donc, tout ce qui est, par exemple, service à la personne, coiffure, esthétique, soins à domicile, même si, alors, je te l'avoue, ceci, il faut quand même faire attention. Si tu as la possibilité de créer, par exemple, une SARL pour tout ce qui touche à la santé, à l'esthétique et à l'hygiène, moi, je conseillerais quand même de faire une SARL ou une entreprise individuelle, parce que justement, tu pourrais se séparer si tu fais une erreur, si tu mets le mauvais produit, une personne a une allergie, j'en sais rien, et que tu fais un procès, eh bien, tu serais beaucoup plus protégé avec une SARL ou une société simple. Mais voilà, au début, si tu commences et que tu n'as pas d'argent, évidemment, c'est normal, il faut faire une micro-entreprise. Après, tous les services aux entreprises, consultants, freelance, traducteurs, graphistes, photographes, coach, formateurs, etc. Tout ça, évidemment, c'est adapté. YouTubeur aussi également, c'est adapté à la micro-entreprise sans aucun problème. La vente en ligne, donc le e-commerce, vendre des produits en ligne, ça, il n'y a aucun problème également. Tout ce qui est petits travaux, etc. Tout ça, je te laisserai lire. La restauration, encore une fois, tu peux. C'est pas le plus adapté. Si tu peux ouvrir une SARL ou une entreprise individuelle, moi, je te conseillerais de le faire de nouveau. Si tu as un problème au niveau de la nourriture, il vaut mieux. Mais ça reste quand même adapté. La micro-entreprise, c'est possible. Après, tout ce qui n'est pas du tout adapté, je les ai listés ici aussi, mais c'est tout, en gros, tous les métiers qui nécessitent d'importants investissements, où il y a un gros risque, architecte par exemple, tout ce qui est de la santé également, ça c'est aussi un risque important, donc c'est pas adapté à la micro-entreprise. Là, dans ce cas-là, il faudrait plutôt ouvrir une société vraiment pure et dure.
ce sera beaucoup mieux que la micro-entreprise. Donc, je te laisse faire une capture d'écran de tout ça, comme ça, tu as un petit peu les infos. Alors, quand et pourquoi lancer ta micro-entreprise, te lancer en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, il y a différents cas de figure. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'auto-entreprise, le fait d'être auto-entrepreneur, tu peux, par exemple, être étudiant et en plus de ça, être auto-entrepreneur, où tu peux avoir ton job et en plus de ça, être également micro-entrepreneur. Donc, tu peux le faire à côté de tes études ou de ton travail actuel. Ça permet notamment de pouvoir tester ton idée. Tu peux tester, commencer à démarcher un petit peu des clients, voir si ton idée prend. Et si ça prend, et bien là, du coup, peut-être que tu peux te dire, OK, je peux gentiment laisser de côté mon activité principale et tout donner, on va dire, pour ton entreprise, ton auto-entreprise. Donc, ça te permet de tester ton idée, de tester ton projet, d'avoir un petit peu d'argent de plus tous les mois. Et en plus de ça, c'est gratuit de lancer ton auto-entreprise. Et si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, tu vas rien payer. Donc, il vaut mieux, si tu as une idée, essayer de le faire. Et ce statut de micro-entrepreneur te permet de le faire. Donc voilà, si tu as l'ambition de démarrer ta propre entreprise à petite échelle au début, éviter les charges justement, les charges administratives d'une société, et que tu veux compléter tes revenus, tu es un étudiant, et que tu veux tester l'aventure entrepreneuriale, voilà, tout ça, c'est des exemples de quand est-ce que tu peux lancer ton auto-entreprise, ta micro-entreprise, c'est la même chose. Alors, évidemment, il faut, quand tu es micro-entrepreneur, si tu es sûr à 100% que dès la première année, tu vas avoir un chiffre d'affaires qui va dépasser les 77 700 euros si tu as une entreprise de service ou alors 198 700 euros pour tu vends vraiment des produits physiques, là, il ne faudra pas forcément ouvrir une micro-entreprise, mais ouvrir vraiment une société. Donc ça, on le verra encore après. Vraiment, tu peux ouvrir ton auto-entreprise quand tu veux, que tu sois étudiant, au chômage ou déjà employé, que tu veux ouvrir quelque chose à côté pour tester ton idée. Donc maintenant, comment s'inscrire? Tu vois, c'est extrêmement simple et on va le regarder ensemble. Encore une fois, je mets tous les liens en description et l'un des premiers liens, bien, ça va justement être ce lien. Donc si tu cliques sur ce lien, tu vas te retrouver sur cette page. Donc c'est l'URSSAF, donc tout ce qui est pour la création d'entreprise. Et comme ils l'ont dit ici, donc à compter du 1er janvier 2023, toutes les formalités se font ici. Donc on va cliquer ici. Donc voilà, là tu es sur le site de l'État, du gouvernement, et tu vas pouvoir déclarer ici ton activité. Tu vas donc ensuite arriver sur ce site, et là tu vas pouvoir créer ton identifiant. Alors moi j'en ai déjà créé un, mais je vais en créer un autre, et puis comme ça, je vais vraiment te montrer les démarches jusqu'au bout. Donc tu peux créer un compte. Donc là, évidemment, tu remplis toutes tes informations. Voilà, une fois que tu as rempli ça, tu peux ici cocher le fait que tu veux être un administrateur de ton entreprise, vu que c'est toi-même l'administrateur de ta propre entreprise, évidemment. Et ensuite, tu peux enregistrer tout ça. Ah oui, alors il te demande la raison sociale. Alors la raison sociale, c'est toi-même, donc tu mets ton nom et prénom. Voilà. Ah, donc là, ils ne mettent pas que c'est obligatoire, mais on doit quand même le faire. Donc voilà, moi j'ai mis évidemment une adresse totalement au hasard, c'est pour te montrer. Ensuite, tu enregistres et il va falloir normalement valider le mail. Voilà, il y a une adresse, il y a un mail qui est envoyé, donc tu as reçu un mail, tu dois le valider dans les 5 jours. Bon, tu le fais tout de suite et comme ça, c'est bon. Et voilà, mon compte est en cours d'activation. Voilà, je peux me connecter ici. Donc voilà, ça revient ici, se connecter. Et je suis connecté au portail. Donc, une fois que ça c'est fait, c'est-à-dire que je crée ton compte, il va falloir déposer une formalité de création d'entreprise. Et donc, on va regarder tout ça ensemble. Voilà, j'ai pris connaissance. Évidemment, moi, je ne vais pas aller tout au bout parce que, voilà, étant donné que j'ai mis une adresse fictive et que je n'existe même pas en France. Mais ici, tu peux ensuite créer une entreprise. Quelle est la forme souhaitée? Donc, tac, entrepreneur individuel. L'entreprise bénéficie-t-elle du statut de micro-entrepreneur? Ben oui, c'est ce qu'on veut. L'entrepreneur a-t-il déjà exercé son activité de non-salarié en France? Certainement que non. Ensuite, moi je vais mettre exemple pour le nom du brouillon, mais vous, évidemment, il vaut mieux mettre le nom de votre entreprise. Alors ensuite, je ne suis même pas obligé de remplir pour vous montrer, donc on va simplement regarder tout ça ensemble. Donc, régime microsocial, périodicité, donc préciser la fréquence prévue de déclaration et de paiement des cotisations sociales. Alors,
Bon, moi, je mettrais trimestriel et comme ça, vous vous embêtez pas, vous ne faites pas ça tous les mois. Ensuite, l'adresse de l'entrepreneur, vous mettez votre adresse mail, etc. Votre numéro de sécurité sociale, bon, moi, je n'en ai pas, donc je ne peux pas mettre. L'organisme d'assurance maladie, voilà, il faut remplir, hein, ici, il y aura le numéro d'affilié à mettre. Ensuite, oui, alors, je ne peux pas faire comme ça, mais par contre, je peux passer ici, normalement. Donc ça, hop, entreprise. Donc, adresse de l'entreprise. L'entreprise souhaite-t-elle fixer l'adresse de son entreprise à son domicile personnel? Oui ou non? Voilà, il faut simplement remplir ces questions. Il n'y a rien de particulier. Ensuite, composition. Donc, liste des personnes ayant le pouvoir d'engager l'établissement. Personnes différentes de l'entrepreneur. Donc là, certainement que non. Ou alors, si vraiment vous voulez, par exemple, mettre l'un de vos parents ou l'un de vos amis, mais moi, je ne vous conseille pas forcément. Ensuite, insaisissabilité. Donc, s'agit-il d'une déclaration de renonciation à l'insaisissabilité? Donc là, mettez non, enfin, certainement, hein, sauf si c'est une déclaration, mais mettez non comme ça à la fin, ça ne vous embêtera pas, sinon il faut mettre un justificatif à la fin et donc c'est un peu embêtant. Haute résidence, de nouveau, il faut mettre les résidences. L'établissement, mettre donc le nom, l'adresse de l'établissement, donc de votre micro-entreprise. Si c'est chez vous, vous mettez chez vous. Effectif salarié, oui ou non. L'emploi, emploi son ou ses salariés, oui ou non. Voilà, tu as vu, hein, il n'y a rien de particulier ici. Nom de domaine internet, si tu en as un, par exemple. Option fiscale, l'option de versement libératoire. Le versement libératoire est un mécanisme de répartition du paiement de l'impôt sur le revenu généré par l'activité. L'option pour le versement libératoire entraîne le paiement partiel par anticipation de cet impôt au fur et à mesure des déclarations. C'est-à-dire, normalement, ton impôt, l'impôt sur ton entreprise, tu vas le payer à la fin de l'année. Même l'année suivante, une fois que tu auras déclaré ton chiffre et que l'État aura fait les calculs de combien tu leur dois, et ensuite, tu vas devoir payer quelque chose. Mais tu peux, si tu veux, demander le versement libératoire. C'est-à-dire que tous les 3 mois, ou tous les mois, on va le voir ensemble aussi, tu vas aller sur ce site-là aussi, tu vas déclarer ton chiffre d'affaires. Et donc, tu pourrais, tous les mois, tous les 3 mois, payer en anticipation pour éviter que tu te retrouves en gros un peu dans la merde le jour où tu dois payer une grosse somme d'impôts. Alors ici, il y a 2 manières de voir les choses. Soit tu te dis, je sais gérer mon argent, je sais mettre de côté ce qu'il faut pour pouvoir payer mes impôts plus tard. Et à ce moment-là, tu ne demandes pas cet impôt libératoire. Si tu te dis, je sais que je ne suis pas du style à anticiper bien, à faire les calculs, tu pourrais demander l'impôt libératoire, c'est-à-dire que tu paierais par anticipation. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tu payes par anticipation et que tu payes trop, ils ne vont pas te rembourser. Donc ça, c'est un peu embêtant. Donc, moi, personnellement, comment je ferais, mais ça c'est moi parce que je sais que je sais gérer mon argent et que je vais mettre de côté ce qu'il faut pour pouvoir payer, par exemple, l'impôt sur ma société l'année suivante, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà, tu gardes du cash pour ton entreprise, c'est-à-dire que tu peux le réinvestir dans de la publicité, ce qui va du coup te faire gagner plus d'argent, beaucoup plus rapidement. Parce que si tu payes cette somme-là, même si ce n'est pas énorme, un impôt libératoire, mais c'est quand même de l'argent qui sort. Et en plus de ça, tu ne prends pas le risque que tu payes trop et qu'ensuite, on ne te rembourse pas. Maintenant, si tu es quelqu'un qui sait, tu galères avec la gestion de l'argent, l'option pour le versement libératoire, il faut mettre oui. Moi, personnellement, je mettrai non. Renseigne-toi encore un peu plus par rapport à cet impôt libératoire si tu connais d'autres personnes dans l'entrepreneuriat qui sont dans le même domaine que toi, parce que peut-être qu'il y a des petites spécificités pour chaque domaine que je ne connais pas, c'est possible. Donc, demande peut-être à quelqu'un et sinon, tu mets oui ou non. Si tu veux être oui pour te sentir plus en sécurité, mais oui pour te sentir plus en sécurité, c'est pas un problème non plus. Et on verra justement que c'est très facile, hein, l'impôt libératoire, il est calculé automatiquement, donc on verra tout ça dans cette vidéo également. Moi, personnellement, je mettrai non au début, comme ça je garderai du cash pour le réinvestir plus rapidement dans mon entreprise, pour la faire croître plus rapidement, mais ça c'est aussi parce que j'ai déjà quelques années d'expérience là-dedans. Cette option, tu peux la changer, d'accord? C'est possible de la changer d'année en année, par contre il faut évidemment avertir l'URSSAF assez rapidement. Donc voilà pour cette option-là qui,
demander quelques précisions. Ensuite, ici, tu dois mettre des pièces jointes si on te les demande. Donc, voilà, rien de spécial, récépissé du dépôt de la déclaration préalable, etc. Donc, ça, rien de particulier. Ensuite, mettre des observations si tu as des observations à mettre, l'adresse de correspondance également. Tu as un récapitulatif et ensuite, tu peux valider le dossier et l'envoyer. C'est pas plus compliqué que ça, d'accord? Donc, vraiment, littéralement, allez, si vraiment tu veux bien faire les choses, et bien sûr, en 2 heures grand maximum, tu as bien tout rempli, tu peux envoyer ensuite ton dossier. Et donc, ton dossier pour la création de ton auto-entreprise, de ta micro-entreprise, est envoyé à l'URSSAF, à l'État, donc qui va pouvoir bien valider tout ça. Donc, les démarches auprès de l'URSSAF sont faites. Maintenant, il y a l'ACRE. Alors, l'ACRE, c'est quoi exactement? Bien, l'ACRE, c'est une aide à la création pour les entreprises, justement. Et c'est une aide qui te permet, en fait, de payer moins de charges sociales durant la première année de ton activité. Donc, c'est extrêmement intéressant de demander l'ACRE parce que ça va te permettre d'économiser beaucoup d'argent. On va le voir ensemble, justement. Évidemment, il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir demander l'ACRE. Donc, toutes les informations sont justement sur le lien qui sont en description pour savoir si tu peux demander l'ACRE. Notamment, par exemple, si tu as déjà demandé l'ACRE durant, je crois, les 3 dernières années, les 3 années précédentes, tu n'as pas le droit de la redemander une deuxième fois. Par exemple, si tu recrées une deuxième entreprise. D'accord, donc il y a quelques conditions. Encore une fois, je te mets tout ça en description. Qu'est-ce que ça va faire exactement? Eh bien, on peut voir ici, si tu ne demandes pas l'ACRE, eh bien, voilà un petit peu, en gros, les charges sociales que tu vas devoir payer. Ça dépend, encore une fois, du type d'activité, mais prenons la prestation de service, certainement, c'est ce que tu vas faire. Donc, on est à peu près à 22% de charges sociales. Eh bien, si tu demandes l'ACRE, tu es à 10,6%. Donc, tu vois un petit peu la différence, c'est énorme. Alors, c'est possible d'avoir l'ACRE durant 12 mois. Alors, je vais t'expliquer exactement comment, et ça, il faut vraiment bien que tu le comprennes. Je vais vraiment laisser cette slide pour que tu puisses bien lire avec moi. Donc, pour bénéficier de l'ACRE le plus longtemps possible, jusqu'à 12 mois, il est conseillé d'effectuer sa demande en début de trimestre civil. Donc, soit au tout début janvier, soit au tout début avril, soit au tout début juillet, soit au tout début octobre. Pourquoi? Parce que l'ACRE, tu peux l'avoir durant les 3 trimestres qui suivent l'inscription à l'ACRE. Donc, des exemples. Un micro-entrepreneur lance son activité de vente en ligne, e-commerce par exemple. Normalement, les cotisations devraient être de 12,3% du chiffre d'affaires. Et lorsqu'il fait sa demande, lorsqu'il enregistre sa micro-entreprise, il fait en même temps la demande pour l'ACRE. Donc, normalement, ça devrait être de 12,3%, mais étant donné qu'il bénéficie de l'ACRE, du coup, il doit payer que 6,2%. Ça, on l'a vu avant dans le tableau. Mais uniquement jusqu'au 31 mars 2024. Pourquoi? Parce que si on fait le calcul, le 3 juin, c'est presque déjà la fin du 2e trimestre de l'année. La fin du 2e trimestre de l'année, c'est la fin juin, justement. Et donc, l'ACRE, tu y as le droit pendant 3 trimestres pleins dès la fin du trimestre où tu t'es inscrit. Donc, lui s'est inscrit le 3 juin, donc il y a le droit dès le 3 juin, mais ensuite, le premier trimestre finit déjà, enfin le premier trimestre pour lui, finit déjà le 30 juin. Donc, dès le 1er juillet, il commence les 3 mois complets. Donc, il a juillet, août, septembre, fait un trimestre complet. Octobre, novembre, décembre, un 2e trimestre complet. Et ensuite, janvier, février, mars, il a terminé son 3e trimestre complet. Donc, il a 3 trimestres complets, plus le mois de juin 2023, parce qu'il a fait sa demande à ce moment-là. Et donc, il a pu en bénéficier durant 10 mois ici. Mais, s'il n'avait pas fait cette erreur, et qu'il avait, par exemple, soit attendu tout début juillet, soit qu'il avait fait sa demande au tout début avril, donc le début du trimestre, comme on l'a vu ici, donc avril, c'est le début d'un trimestre, eh bien ça lui aurait permis, prenons l'exemple, s'il avait attendu juste un mois en plus, donc s'il avait demandé le 1er juillet,
Bien, qu'est-ce que ça aurait fait? Il aurait pu avoir le premier trimestre gratuit, on va dire, donc juillet, août, septembre, ça on va dire que c'est offert parce qu'on commence à compter dès le trimestre suivant. Donc ensuite, juillet, août, septembre offert, octobre, novembre, décembre, premier trimestre qui compte, janvier, février, mars, deuxième trimestre qui compte, avril, mai, juin, 30 juin 2024, là, ça serait terminé. Donc, il aurait pu bénéficier durant une année de l'AC. Donc, pour bénéficier de l'AC, alors évidemment, si tu es obligé de lancer ton activité à un certain moment, lance ton activité quand tu dois la lancer, d'accord, déjà 9 mois d'aide, c'est beaucoup. Mais si tu peux te permettre de la lancer au bon moment et de faire la demande au bon moment, bien fais-la au bon moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que la demande de l'AC, tu dois la faire en même temps, enfin dès que tu t'es inscrit, qu'on a vu juste avant, dès que tu t'es inscrit à l'URSSAF, tu dois directement envoyer justement ta demande de l'AC. Et je te mets le lien pour le document en description. Tu vas arriver sur ce document et donc tu dois tout simplement remplir tout ça. Donc, voilà, il n'y a rien de particulier. Encore une fois, tu dois remplir tout ça. Ici, tu dois donner ta situation, d'accord? Parce qu'encore une fois, comme je t'ai dit, il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir demander l'AC. Mais la vérité, parce que c'est clair que si tu ne mets pas la vérité, qu'ils te donnent l'AC, et puis qu'ensuite ils voient que tu n'as pas dit la vérité, ça peut poser des problèmes. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Tu as juste à remplir tout ça. Donc, c'est vraiment tes informations personnelles. Donc là, je ne peux même pas t'aider. Et ici, c'est bien marqué, la demande d'AC doit être transmise dès la création de l'activité. Lorsque vous finalisez votre déclaration d'activité, donc le guichet unique, c'est ce qu'on a vu juste avant, transmettez immédiatement la demande de l'AC à l'URSSAF. Donc, tu peux remplir ce document ici et ensuite, aller sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Tu remplis encore une fois toutes ces informations. Ici, alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? J'ai une question concernant mon activité, question concernant l'aide à la création d'entreprise. Voilà, c'est déjà mis. Et ensuite, tu mettras simplement la pièce jointe et comme ça, tu auras directement fait la demande. Donc là, c'est les deux choses à faire dès que tu veux te lancer. Vraiment, fais-le, tu ne perds rien. Peut-être que ta demande va être refusée. Il y a peu de chance, mais fais-le vraiment. Ça va énormément t'aider. Et donc, une fois que ces deux choses sont faites, donc l'URSSAF, l'inscription à l'URSSAF et l'inscription à l'AC, la demande d'AC, tu vas simplement devoir attendre un tout petit peu. L'État va traiter ton dossier. Alors, combien de temps ça prend? Alors, c'est très simple, c'est assez rapide déjà. Pour avoir ton numéro de SIRET, ça prend environ 15 jours. Ton numéro de SIRET, c'est vraiment le numéro qui va identifier ton entreprise. Tu ne vas pas pouvoir envoyer de facture si tu n'as pas ce numéro de SIRET. Donc, ça prend environ 15 jours pour que tu reçoives ton numéro de SIRET. Dès ce moment-là, tu peux commencer à facturer, même si tu vas recevoir vraiment ta notification d'affiliation jusqu'à 6 semaines, entre 4 et 6 semaines, mais officiellement, tu pourrais déjà commencer à facturer étant donné que tu as ton numéro de SIRET. Si vraiment tu veux faire les choses parfaitement dans les règles, attends quand même d'avoir ta notification d'affiliation si tu veux envoyer une facture, par exemple, mais il y a très très peu de risques qu'il arrive quoi que ce soit. De toute façon, si tu envoies ton numéro de SIRET, ça veut dire qu'ils ont accepté ta demande et que tout est en marche. Donc, tu peux commencer déjà à facturer. Donc voilà, ça prend 15 jours pour avoir ton numéro de SIRET. Tu vas pouvoir facturer au bout de 15 jours. Donc, comme je te dis, c'est extrêmement rapide. Alors, ensuite, la question de combien ça coûte. Alors, les frais d'inscription à l'URSSAF sont totalement gratuits, donc tu n'as absolument rien à payer. La deuxième chose, c'est peut-être des coûts éventuels lors de la création. Par exemple, si tu prends conseil auprès d'un juriste, d'une fiduciaire, d'un avocat ou n'importe, ou d'un conseiller, évidemment, les frais vont coûter quelque chose, donc entre 90 et 150 euros de l'heure, on va dire. Peut-être que tu auras besoin de 2 heures pour avoir peut-être quelques conseils, donc on va dire maximum 300 euros, mais ça, c'est quelque chose que tu n'as pas besoin forcément. Pourquoi? Parce que si tu as des questions, tes questions, tu peux les poser directement à l'URSSAF. Bon, sur le site qui est le site de l'URSSAF, donc auto-entrepreneur.ursaf.fr, tu as des contacts, tu peux poser tes questions également sur ce site. D'accord? Donc profite, c'est gratuit, évidemment. Ensuite, tu auras peut-être la création d'un site internet, si tu en as besoin. Compter entre 1000 et 3000 euros, ça dépend un petit peu de la complexité, mais encore une fois, ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire. Tu peux le faire d'ailleurs tout seul
toi-même aussi si tu veux. Hein. Il y a aujourd'hui, par exemple, le système.io qui permet gratuitement de créer un site internet, tu n'as rien besoin de payer. Tu peux créer des pages où tu présentes tes offres sans aucun problème. Donc, tu peux le faire toi-même au début. Ou si vraiment tu n'es pas du tout à l'aise avec ça, ben, tu peux peut-être payer quelqu'un pour le faire. Donc ça, c'est possible aussi. Ça peut être un frais. Et peut-être de l'achat de matériel pro. Donc voilà. Mais tout ça, c'est pas obligatoire. Vraiment, ce que tu dois payer, il n'y a vraiment rien du tout d'obligatoire à payer. L'inscription est gratuite. Maintenant, pour ce qui est, par exemple, les coûts durant la vie de l'entreprise. Alors, par exemple, les cotisations sociales. Tu vas devoir payer des cotisations sociales, mais si tu ne gagnes rien, tu ne vas rien payer. Si tu ne fais pas de chiffre d'affaires, si tu ne fais pas rentrer d'argent, tu ne vas pas devoir payer de cotisations sociales. Donc, en gros, il y a vraiment rien à payer d'obligatoire. Il y a un impôt sur le revenu, mais encore une fois, si tu ne gagnes rien, tu ne payes rien. Donc, il n'y a pas de minimum. Maintenant, il y a la cotisation foncière des entreprises. Donc là, je te mets également le lien, ça peut te donner une idée. Alors, la première année, tu es exempté, tu n'as pas besoin de la payer. Et dès la deuxième année, tu dois payer un petit quelque chose. Ce n'est pas énorme. En fait, ça dépend de ton chiffre d'affaires, encore une fois. Dans le lien que tu retrouves en description aussi, eh bien, tu arrives sur cette page ici qui explique exactement ce qu'est la cotisation foncière des entreprises. En gros, c'est un impôt pour soutenir de manière générale le développement des entreprises. Et ici, tu as donc quels sont les montants. Et tu as ici des exemples. Donc, c'est calculé par rapport à ton chiffre d'affaires de l'année, de 2 ans avant. D'accord? Donc voilà, si tu fais entre 10 000 et 32 000, ben, tu vas payer entre 237 € et 1130 €. En fait, encore une fois, ça va dépendre de ton secteur d'activité, ça va dépendre de beaucoup de choses. Enfin, on ne peut pas pouvoir voir ça ici. Ça va dépendre d'énormément de choses, mais moi, je ne sais pas exactement combien. Mais encore une fois, ça, c'est dès ta deuxième année. Et voilà, tu en as pour un petit moment avant de devoir payer cette taxe. Et encore une fois, si tu payes cette taxe, ça veut dire que tu as fait du chiffre d'affaires. Mais il faut quand même y penser parce que voilà, c'est quelque chose que tu dois garder, encore une fois, de l'argent pour pouvoir payer cette taxe, évidemment. Donc, en résumé, combien ça coûte? Ça coûte 0 de frais obligatoires. C'est vraiment 0. Tous les frais en plus, c'est soit les cotisations sociales ou les impôts, mais ça, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires, soit c'est vraiment création d'un site, achat de matériel. Et ça, c'est en fonction de ton business, mais il y a encore une fois rien qui est obligatoire ici. Alors maintenant, les assurances. Quelles sont les assurances obligatoires ou conseillées lorsque tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, les assurances obligatoires, réellement obligatoires, ben, on va dire il y en a 2. Alors, il y a toutes celles qui sont comprises au sein de l'URSSAF. Le fait que tu payes l'URSSAF, donc que tu payes ces cotisations sociales, ça t'assure déjà pour certaines choses. Donc, j'ai mis ici, donc ça t'assure pour la santé, ça t'assure pour la retraite de base, la retraite complémentaire également, la prévoyance en cas d'invalidité et de décès, et également pour les allocations familiales. Alors, encore une fois, renseigne-toi bien, ça peut dépendre par rapport à combien tu cotises exactement, est-ce que tu es couvert à 100% ou pas, donc regarde bien, mais le fait de payer l'URSSAF, ça t'assure pour ces choses-là déjà. Ensuite, dans certaines activités, tu vas devoir souscrire à une assurance pro. Je pense par exemple les métiers, je l'ai mis ici, les métiers du bâtiment, parce que c'est des métiers où il y a un risque qui est quand même beaucoup plus élevé. Donc là, tu vas devoir souscrire à une assurance pro. Encore une fois, je mets le lien en description. Ici, donc tu as tous les renseignements servicepublic.fr et sur le site également de l'URSSAF. Je te le mets également en description pour que tu puisses bien savoir exactement ce que tu dois faire selon ton business. Encore une fois, si tu fais une prestation de service, photographe, vidéaste, copywriter, community management, graphiste, toutes ces choses où vraiment c'est une prestation de service à d'autres entreprises, il n'y a pas forcément besoin que tu souscrives à une assurance pro particulière. Maintenant, il y a les assurances qui sont conseillées. Donc moi, je te conseille de souscrire à une assurance RC Pro. Alors, dans certains domaines, ils vont te le demander de toute façon. Mais moi, je te conseille, c'est au cas où tu causes des sinistres à des tiers, à d'autres personnes durant ton activité. Ça ne coûte pas extrêmement cher, les assurances RC Pro, et ça te tranquillise. Ça, je te conseille sincèrement. Ensuite, il y a une possibilité, c'est par exemple la protection juridique. C'est une protection au cas où il t'arrive quelque chose et que une entreprise te met en procès, par exemple.
eh bien, toi, tu peux avoir en tout cas un avocat qui peut te défendre. Alors, ce n'est pas évidemment le meilleur des avocats peut-être, mais en tout cas, c'est un avocat qui peut te défendre. Parce que si tu es évidemment tout seul, ça va être compliqué de te défendre. Et encore une fois, ça ne coûte pas si cher que ça, souvent, les protections juridiques. Donc, voilà, ça, c'est quelque chose à voir. Ça peut être pas mal. Et puis après, autre selon ton secteur d'activité. Donc, encore une fois, moi, ce que je te conseille, tu peux très bien te demander à un conseiller. Parce que les conseillers, souvent, les conseillers en assurance, c'est gratuit parce que tu vas souscrire à une assurance auprès d'eux. Donc, eux vont toucher des commissions grâce à ça. Donc, souvent, c'est gratuit de prendre rendez-vous avec eux. Donc, ou pas très cher. Donc, peut-être je te conseille, si tu as encore une fois dans la prestation de service, pas forcément besoin, mais si tu es dans un métier peut-être où il y a 2-3 subtilités, demande à quelqu'un. C'est le mieux. Encore une fois, on ne peut pas faire le tour de tous les métiers ici. C'est beaucoup trop énorme. Et voilà les assurances que je conseille. Ce n'est pas obligatoire, mais je conseille. Et faites bien attention parce que vos assurances privées ne couvrent pas forcément le pro, d'accord? Peut-être que certaines couvrent les pros, mais dans la plupart ne couvriront pas professionnels. Donc, regardez bien et n'hésitez pas à appeler votre assurance également, d'accord? Ou vous leur envoyez un mail. Est-ce que je suis couvert? Je me lance en tant qu'auto-entrepreneur. Est-ce que je suis couvert pour ci, ça? Demandez-leur, c'est la meilleure chose, vraiment. Ensuite, la question des comptes en banque. Alors, est-ce que vous êtes obligé d'ouvrir un compte en banque en tant qu'auto-entrepreneur? Alors, ce n'est pas une obligation absolue. Par contre, c'est très, très fortement conseillé. Ça va vraiment te faciliter les choses. Donc, moi, ce que je te conseille, alors, soit tu as déjà deux comptes en banque et il n'y en a qu'un seul que tu utiliseras pour pour recevoir l'argent, éditer les factures, recevoir l'argent de la part de tes clients. Ou alors, tu vas simplement ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'une banque en leur expliquant que c'est pour que tu te lances en tant qu'auto-entrepreneur et que tu veux ouvrir un compte en banque pour ça. Moi, je te conseille vraiment, ça va vraiment faciliter ta comptabilité, la lecture de tes finances et tu vas pouvoir vraiment faire un suivi financier beaucoup plus facile et rapide avec ça. En fait, si tu n'as plus du tout d'argent sur ton compte, c'est qu'il y a peut-être un petit problème. Donc voilà, moi, je te conseille vraiment d'ouvrir un deuxième compte. Ça sera beaucoup, beaucoup plus facile et les dépenses que tu fais pour ton entreprise, eh bien, tu vas les payer avec ce compte et pas avec ton compte personnel du coup. Comme ça, tu peux vraiment savoir si ton activité est rentable. Alors, attention, en tant qu'auto-entrepreneur en France, tu payes tes cotisations et tes impôts sur le chiffre d'affaires, d'accord? Donc, tu ne peux pas, par exemple, je ne sais pas si tu achètes un ordinateur pour le travail, eh bien, tu ne peux pas déduire ça avant de payer les impôts, d'accord? Tes impôts et tes cotisations sociales en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment sur le chiffre d'affaires. Par contre, c'est quand même intéressant de payer, si tu dois acheter quelque chose pour ton activité professionnelle, c'est quand même intéressant de payer avec ce compte en banque justement pour que tu puisses voir si oui ou non ton activité est rentable, si tu peux te permettre ou non de payer ces choses-là. C'est intéressant. Après, il n'y a pas vraiment une banque qui est beaucoup mieux que les autres. Il y a Boursorama, je vous mettrai un lien pour Boursorama qui est pas mal. Moi, j'ai entendu pas mal de personnes qui sont chez Boursorama en tant qu'auto-entrepreneur. Après, il y a aussi Revolut qui est pas mal. Donc, c'est une banque en ligne. Donc voilà, je vous mets tous les liens aussi en description si vous voulez vous inscrire ici. Peut-être que je vous en mettrai un ou deux autres pour les banques. En tout cas, crée-toi un compte bancaire spécialisé pour ton activité d'auto-entrepreneur. Alors maintenant, la question de la TVA. Alors la question de la TVA, c'est un peu complexe, même si en tant qu'auto-entrepreneur, jusqu'à un certain seuil de chiffre d'affaires, tu ne payeras pas de TVA. Donc, si tu vends des marchandises, c'est-à-dire que, par exemple, si tu vends un produit physique, si sur une année civile, tu dépasses les 101 000 euros de chiffre d'affaires, ou plus, l'année suivante, tu vas devoir payer ensuite la TVA. Alors, attention, payer la TVA, ça ne veut pas dire que tu vas perdre de l'argent, parce que tu vas l'ajouter en plus sur tes factures. Hein. Mais tant que tu es à moins de 101 000 euros de chiffre d'affaires, la question ne se pose pas. Et il y a aussi la deuxième option, c'est sur 2 années civiles de suite. Si sur 2 années consécutives, le chiffre d'affaires est compris entre 91 900 et 101 000 euros, tu vas également devoir payer de la TVA dans la 3e année. Donc, il y a un exemple. Donc, si votre chiffre d'affaires de l'année N est de 93 000 et que votre chiffre d'affaires de l'année N plus 1 est de 92 000, vous êtes assujetti au terme de ces 2 années de dépassement seuil de TVA. Pourquoi? Parce que
sur 2 années consécutives, tu as dépassé le seuil de 91 900, donc sur 2 années consécutives. Donc l'année d'après, eh bien, tu vas devoir payer la TVA. Donc c'est soit sur une année civile, tu dépasses les 101 000 euros, soit sur 2 années consécutives, tu dépasses les 91 900. Maintenant, si vous faites de la prestation de services, donc que vous vendez des services, donc rien de physique, mais des services, eh bien là, le montant de TVA est de 39 100 euros de chiffre d'affaires. Si vous dépassez les 39 100 euros de chiffre d'affaires, vous allez devoir ensuite payer de la TVA l'année suivante. Si votre chiffre d'affaires sur 2 années consécutives est compris entre 36 800 et 39 100, donc si, exemple, si l'année 1, vous faites 37 000 et l'année 2, vous faites 36 900, donc vous êtes compris dans cette fourchette, les 2 années de suite, et donc l'année numéro 3, vous allez devoir commencer à payer de la TVA. Voilà, donc n'hésite pas à faire une capture d'écran de tout ça. Et donc, comment commencer à payer la TVA? En fait, c'est assez facile. Donc, si tu respectes ce qu'on vient de voir, tu vas simplement devoir contacter le service des impôts de ta région pour leur dire, écoutez, je vais devoir commencer à facturer la TVA. Est-ce que vous pouvez me donner un numéro de TVA intracommunautaire? Donc, je vous le mets ici, encore une fois, un numéro de TVA intracommunautaire et connaître également les taux applicables en fonction de ton secteur d'activité. La plupart du temps, ça sera 20%, mais si vous êtes dans la restauration, ça peut changer. Donc, voilà, regardez quand même le taux applicable, mais ça vous le demanderez justement au service des impôts des entreprises. Donc là, vous n'allez pas perdre de l'argent si vous faites de la TVA, enfin si vous devez payer la TVA. Simplement, si à l'époque, vous facturiez un client 1 000 euros, bien là, vous allez toujours le facturer 1 000 euros, mais vous allez ajouter la TVA de 20%. Donc, en fait, vous allez le facturer 1 200 euros TTC, alors qu'avant, vous le facturiez 1 000 euros. Pour le client, ça ne va rien changer parce qu'en fait, il va pouvoir récupérer, mais ça ne va pas entrer dans les détails ici, il va pouvoir récupérer ces 200 euros de TVA. Dans tous les cas, vraiment, dès le jour où tu commences à pouvoir facturer la TVA à tes clients, prends une fiduciaire, prends un comptable qui va faire tout ça pour toi. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile, parce que toi aussi, étant donné que tu vas facturer la TVA, tu vas pouvoir commencer à la récupérer également. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle faire la balance de la TVA. Donc entre ce que tu as payé de TVA et ce que les clients t'ont facturé de TVA, bien, il y a une balance que tu vas pouvoir récupérer. C'est un peu complexe, on ne va pas rentrer dans les détails ici. Moi, ce que je te conseille, c'est dès le jour où tu commences à devoir payer la TVA, prends une fiduciaire, un comptable qui fait ça pour toi. Il y a par exemple Legal Place qui peut faire ça pour toi. Encore une fois, alors ce n'est pas du tout évidemment sponsorisé ou quoi que ce soit. Je te mets ça en description. Je sais qu'ils font du très bon travail. J'ai eu plusieurs personnes qui ont fait des bons retours par rapport à eux. Donc, Legal Place peut s'occuper de ça. Moi, je te conseille le plus rapidement possible de laisser ça à quelqu'un qui s'y connaît, qui fera ça beaucoup mieux que toi. Ce n'est pas ton métier. Donc, je te conseille de faire ça dès que tu passes le seuil de la TVA. Alors, les impôts et les cotisations sociales. Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est extrêmement facile. Tout ça est payé sur le chiffre d'affaires. Donc, il y a un simulateur des cotisations sociales et des impôts que, évidemment, je te le mets encore une fois en description. Donc, si tu cliques sur ce lien, tu arrives ici. Et donc, ici, tu vas tout simplement... Alors là, il faut juste lire ici. C'est juste un petit disclaimer que ce n'est pas forcément exactement ça que tu vas payer, mais voilà, quand même, c'est plutôt pas mal. Donc, la seule chose que tu as à faire ici, c'est chiffre d'affaires. Donc, imaginons, je mets n'importe quoi, imaginons que tu as fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, cotisation sociale, c'est 3 720. Mais ici, tu as quelques informations que tu peux remplir. Donc, quelle est la nature de votre activité? Donc, commercial, libéral, donc c'est commercial. Vente de biens ou prestation de services. Donc, je pense principalement que ce sera de la prestation de services, mais si tu fais de la vente de biens, par exemple, une boutique en ligne que tu vends, eh bien, boutique de biens physiques sera ici. Prestation de services, c'est si tu fais des services aux entreprises. Voilà. Date de création, début de l'année. Après, sinon, tu peux choisir. Voilà. Bénéficiez-vous du versement libératoire? C'est ce qu'on a vu par rapport aux impôts. Tu peux payer à chaque fois que tu fais ta déclaration
de chiffre d'affaires, tu pourrais payer un pourcentage d'impôt fixe pour éviter de tout payer à la fin de l'année. Mettons non ici. Et bénéficiez-vous de l'ACRE? Oui, le barème standard. D'accord, ici, le calcul des impôts, barème standard. Hop, mettons 0 enfant. Mettons célibataire. Quel montant total des revenus imposables de votre foyer? Donc, le montant total des autres. Donc, par exemple, votre conjoint ou conjointe, mettons qu'il gagne aussi 30 000 euros. Hop, voilà. Dans quelle commune? On va mettre Paris, n'importe. Voilà. Tac. Et voilà. Comme ça, vous avez vraiment la simulation la plus proche possible. Donc là, les cotisations, c'est environ 10%. Donc, comme on l'a vu, normalement, tu devrais payer environ 22% de cotisations sociales. Mais ici, étant donné que tu bénéficies de l'ACRE, eh bien, c'est environ que 10%. Donc, ça fait environ 10% du chiffre d'affaires. Ensuite, le revenu net est de 26 700 euros. Et ensuite, eh bien, tu as les impôts. Les impôts sont également calculés sur le chiffre d'affaires. Donne évidemment une information, ce n'est pas précis au centime près, évidemment. Donc, prends une marge. Moi, ce que je ferais, c'est que je prendrais 4 000 ici pour être très large et ici 3 000, comme ça, on est large. Ce qu'il faut te dire maintenant, ici, ça veut dire que après les impôts et les cotisations sociales, il te reste 24 413 euros. Mais ceci doit te suffire déjà pour vivre et doit également te suffire pour, par exemple, payer le matériel pour ton entreprise, payer les locaux, par exemple, aussi pour ton entreprise, payer le site internet que tu aurais créé, etc., etc., les dépenses publicitaires, je vais faire des dépenses publicitaires, d'accord? Donc ça, c'est pas du bénéfice, c'est ça que tu vas devoir utiliser pour vivre ou pour développer ton entreprise d'auto-entrepreneur, d'accord? Donc ça, il faut bien comprendre. Donc voilà, ça te donne une bonne idée de combien tu vas devoir payer d'impôts et de cotisations sociales. Alors ensuite, comment facturer? Ça, c'est une très bonne question. Alors, je t'ai mis ici toutes les choses qui doivent apparaître sur ta facture. Alors encore une fois, on ne peut pas tout voir parce que c'est des choses qui sont assez évidentes. Tu peux faire une capture d'écran sans aucun problème. Je vais juste revenir sur 2 ou 3 points. Donc bon, évidemment, nom, prénom, l'adresse, enfin, la vôtre, la mention facture avec un numéro. Ensuite, l'identifiant du client, également le numéro de siret du client. Donc ça, c'est important. Et le numéro de TVA s'il en a. Ensuite, il faut désigner le produit avec une petite description, quantité du service, le prix unitaire du service et ensuite peut-être que tu en fais 2 ou 3, ou du produit évidemment, la somme totale à payer, le rabais si vous en faites. Et ça, c'est extrêmement important. Si vous n'êtes pas assujetti à la TVA, la mention TVA non applicable, article 293B du CGI doit absolument apparaître sur vos factures. Et ensuite, il faut également mettre la date limite du paiement, souvent 30 jours, et ensuite le taux de pénalité de retard que vous voulez, que vous allez appliquer si vous appliquez un taux de pénalité de retard, et également le forfait, l'indemnité forfaitaire en cas de recouvrement. Si les gens continuent à ne pas payer, si votre client continue à ne pas payer, vous pouvez recourir à un recouvrement, c'est-à-dire une entreprise qui va faire des démarches juridiques pour demander réellement le paiement de la facture. Donc tout ça, vous devez le faire apparaître. Et donc, encore une fois, je vous mets un lien vers une bonne facture. Donc, si vous cliquez sur le lien, donc c'est l'URSSAF qui vous donne un exemple. Alors, elles ne sont pas belles, mais voilà en gros à quoi ça peut ressembler. Donc, l'identifiant de l'entrepreneur, votre client, la facture avec le numéro, la désignation, quantité, prix, total hors taxe, etc., etc. TVA non applicable, d'accord? Donc, ici, vous avez vraiment tout ce qu'il y a et tout ce qu'il faut. Donc, vous pouvez vraiment prendre exemple. Je vous mets le lien dans la description. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vient de voir, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Et quels sont les programmes qui peuvent te permettre de créer des factures? Alors, soit tu as Henri.com, qui est vraiment un programme spécialisé là-dedans. C'est gratuit d'ailleurs, donc Henri.com, je te mets le lien en description. Et il y a aussi Canva, tout simplement. Avec Canva, tu peux faire des factures. Moi, je connais des gens, ça fait des années qui sont dans l'entrepreneuriat, qui font des factures avec Canva. Ça va très bien également, donc Canva.com, qui permet de faire tes factures. Alors maintenant, comment gérer ta comptabilité? Alors, en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, encore une fois, c'est faciliter la comptabilité. Tu es tenu de tenir un registre des entrées et des sorties. Donc, en fait, tu dois juste pouvoir dire toutes les entrées que tu as eues et toutes les sorties que tu as eues. La seule chose que tu dois garder, évidemment, ce sont toutes les factures que tu as émises et également toutes les factures que tu as reçues. Ça, tu dois absolument les garder.
Et justement, tu dois mettre tout ça dans un tableau. Qu'est-ce qui doit apparaître dans ce livre des recettes, qui sera un tableau Excel finalement? Eh bien, il y a la date de l'encaissement, le montant, le nom du fournisseur, la nature de la recette. Par exemple, c'est une vente de marchandises, prestation de service ou autre prestation de service, parce que ça sera important pour la déclaration, comme on va le voir. Ensuite, il y a le mode de règlement utilisé, paiement, virement bancaire, etc. Et la référence du document justificatif, donc par exemple le numéro de facture, est la pièce justificative, donc la facture. La facture, tu vas vraiment la garder toi-même, tu vas te faire un petit dossier, d'accord? Et ensuite, tu vas également te créer un tableau Excel. Donc moi, je te mets encore une fois à disposition un tableau Excel pour pouvoir faire ta comptabilité et je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc ce tableau Excel, il est très simple. Tu as ici chaque ligne, ce sera une entrée différente. Donc là, au 1er janvier, par exemple, voilà, on est à 0. Ensuite, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, 1er février 2022. Imaginons que tu as fait, voilà, pour Google, je dis n'importe quoi. Tac, quand la facture a été payée, donc la date quand la facture a été émise, ou alors premier trimestre, deuxième trimestre, tu peux mettre ici l'entrée de 1 500 €, etc. Voilà. Et puis, étant donné qu'on a vu qu'il devait y avoir le montant, la date d'encaissement, la nature de la recette, le mode de règlement utilisé, et tu peux sans aucun problème rajouter ici, hop, insérer à gauche, et puis tu rajoutes, par exemple, le mode de paiement utilisé. D'accord? Donc ça, évidemment, c'est facile de faire. Ici, à quoi ça va te servir ce tableau? Comme ça, tu vas pouvoir tout voir en un seul clin d'œil, en un seul tableau, bien toutes les entrées et également toutes les sorties d'argent. Et ici, tu vas voir également la TVA. Donc souvent, tu seras à 0. Donc comme ça, tout ça sera à 0. Mais le jour où tu dois payer la TVA, eh bien, il y a cette balance de TVA qui va être faite. Et comme ça, tu vas savoir à la fin de l'année si tu peux en récupérer. Donc là, il y a un exemple. J'ai mis un exemple ici de comment est-ce que tu peux remplir ce tableau. Encore une fois, si tu veux rajouter des éléments, c'est pas plus compliqué. Hop, insérer à gauche, tu rajoutes par exemple méthode de paiement et tu mets virement, voilà, je vais y arriver, virement bancaire par exemple. Ok? Donc voilà, la catégorie aussi que tu pourrais rajouter. Donc tout ça, encore une fois, tu retrouves en description. Donc une fois que tu as fait ça, tu as toutes tes factures triées dans l'ordre, tu as ce tableau de toutes les entrées et les sorties d'argent, eh bien tu vas faire ta déclaration de chiffre d'affaires. Comment est-ce qu'on fait la déclaration de chiffre d'affaires? Eh bien, encore une fois, tu vas te retrouver dans le portail auto-entrepreneur.ursaf. Le lien est en description. Et comment est-ce que tu vas faire ça? Alors, évidemment, moi, je n'ai pas les accès, donc j'ai demandé à un ami qui est auto-entrepreneur en France que je puisse faire des captures d'écran de son dashboard. Comme ça, je peux vous montrer. Parce que moi, je n'ai pas accès, évidemment. Vous allez arriver sur le site de l'URSSAF. Vous allez cliquer sur le bouton ici en rouge, qui est en bleu mais entouré en rouge, gérer mon auto-entreprise. Et en bas à gauche, vous avez un autre bouton, une autre case qui est entourée en rouge, déclarer et payer. Donc vous allez cliquer là-dessus et donc voilà ici et vous allez ensuite arriver sur quelque chose comme ça. Vous avez, lorsque c'est en vert ici, eh bien ça veut dire que c'est fait et s'ils sont en rouge, c'est des déclarations que vous devez faire. Alors, regardez bien, d'accord, en fonction du secteur d'activité, soit vous devez les faire tous les mois, soit tous les trimestres, aussi en fonction de ce que vous avez choisi lors de l'inscription. Mais il y a certains secteurs que vous devez faire absolument tous les mois et d'autres secteurs, c'est possible de faire tous les 3 mois. Par exemple, si vous faites de la vente en ligne à des particuliers, il n'y a pas simplement de chance que vous deviez le faire tous les mois, alors que si vous faites une prestation de service à d'autres entreprises, bien là, vous pourriez le faire tous les trimestres. Encore une fois, ça, demandez juste à l'URSSAF, est-ce que je vais le faire tous les mois ou tous les 3 mois? Et de toute façon, vous aurez la mention ici, les déclarations que vous devez faire encore. Donc, une fois que vous avez cliqué là-dessus, ça va ouvrir une petite fenêtre comme celle-ci et vous allez devoir tout simplement entrer le chiffre d'affaires des prestations de services, chiffre d'affaires des prestations de services commerciales et artisanales et les chiffres d'affaires des ventes de marchandises. Donc, comme on l'a vu dans votre comptabilité, vous devez, donc je vais juste revenir en arrière, vous devez donc dans votre livre des recettes, dans votre livre de la compta,
vous devez donner la nature de la recette ou la nature de la dépense. Pourquoi? Parce que justement, la nature de la recette, vous allez devoir la mettre ici. Parce que vous n'allez pas payer les mêmes cotisations sociales en fonction du type de recette. D'accord? Donc, encore une fois, vous avez un petit point d'interrogation ici, ou alors vous allez taper sur Google ou sur l'URSSAF. Vous allez trouver sur le site de l'URSSAF quelles sont les autres prestations de services, quelles sont les prestations de services commerciales ou artisanales et les prestations de services de vente de marchandises. Donc ça, vous pouvez trouver sans problème. Vous allez remplir ça. Ensuite, vous confirmez tout ça. Vous allez ensuite voir ici les montants qui sont directement indiqués que vous allez devoir payer. Si vous êtes assujetti au versement libératoire, vous aurez également les pourcentages de l'impôt libératoire, les pourcentages, les sommes de l'impôt libératoire que vous allez devoir payer. Donc tout ça est ici. Et ensuite, vous allez pouvoir payer directement. Donc attention, moi je vous conseille pas de payer qu'une carte, vous avez l'option, mais payez plutôt, demandez un RIB, un bulletin de versement. Vous allez payer avec votre RIB en faisant un versement bancaire. Et dès que c'est fait, dès que vous avez payé, dès que c'est arrivé, l'argent est arrivé à l'État, ensuite vous pouvez télécharger le justificatif. Et voilà, vous n'avez rien d'autre à faire. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et encore une fois, on parle ici, je reviens juste en arrière, on parle ici des chiffres d'affaires. On ne parle pas de chiffre d'affaires moins certaines charges. C'est vraiment le chiffre d'affaires, ce que vous avez encaissé dans votre activité d'auto-entrepreneur. Et voilà, une fois que vous avez téléchargé le justificatif, vous avez terminé votre déclaration. Moi, ce que je te conseille, encore une fois, si tu peux te le permettre financièrement, moi, je te conseille le plus rapidement possible de déléguer tout ça à quelqu'un, un fiduciaire, un comptable. Donc, il y a Legal Place qui peut le faire à ta place. Ça va vraiment t'aider. Comme ça, ils feront les choses vraiment bien et tu n'auras pas de problème. Tu perdras beaucoup moins de temps. Évidemment, si au début, tu ne peux pas te le permettre parce que financièrement, c'est un petit peu compliqué, c'est totalement normal. On est tous passés par là. Donc, fais-le toi-même d'abord. Et ensuite, tu peux déléguer ça à Legal Place, par exemple, qui pourra le faire pour toi. Donc voilà, on a vu comment te lancer en tant qu'auto-entrepreneur, comment commencer les démarches, comment faire les démarches de déclaration du chiffre d'affaires, etc., etc. Donc maintenant, tu es paré, commencer à vendre tes services. Quelques derniers petits conseils. Donc, première chose, évidemment, lis attentivement la page, donc auto-entrepreneur.ursaf. Il y a des choses qui peuvent changer. Je n'ai pas forcément pu te donner toutes les infos ici parce qu'il y a vraiment des fois des détails qui peuvent être que pour certaines activités. Donc, lis bien, c'est important. Prends 1 ou 2 jours pour bien lire, pour bien comprendre. Et encore une fois, l'URSSAF peut répondre également à tes questions si tu en as. Donc, comme je l'ai dit, l'URSSAF peut t'aider. Donc, n'hésite pas à demander à l'URSSAF de t'aider. Tu as même une aide gratuite durant 9 mois. Donc, je te mets le lien encore une fois en description. Donc, ça peut être bien de demander une aide. Ça peut même aussi te pousser à vraiment bien faire les choses si ils peuvent t'aider. Donc, c'est gratuit durant 9 mois. Je te mets ça en description. Ça peut être intéressant. Encore une fois, moi, ce que je te conseille, c'est d'abord de commencer à faire les démarches pour trouver tes clients. Pourquoi? Parce que peut-être que ton offre ne va pas plaire du tout. Et si tu fais d'abord les démarches administratives, ça quand même prend un peu de temps, c'est un peu épuisant, c'est pas le meilleur. Et puis si ensuite tu commences à essayer de vendre et tu vois que ça ne prend pas, tu vas peut-être te décourager. Par contre, si tu commences, tu n'as rien commencé les trucs administratifs pour l'instant, tu commences à démarcher, ok, tu vois que ça ne plaît pas, tu changes un petit peu ton offre, ça toujours pas. Ok, tu changes un petit peu ton offre, là tu commences à voir que ça fonctionne et à ce moment-là, tu fais les démarches administratives. Tu seras beaucoup plus motivé comme ça en commençant directement à essayer de vendre ton produit ou ton offre. Évidemment, par contre, si tu fais de la vente de produits physiques, là, tu es obligé directement de t'inscrire à l'URSSAF. Ça, c'est obligatoire. Encore un autre point, sépare bien entre les finances perso et les finances pro. Donc, fais 2 comptes séparés. Ça, c'est super important. Et puis, garde évidemment une réserve financière pour faire face aux éventuelles périodes d'inactivité, pour payer les impôts et les cotisations sociales également. Et fais-toi aider, d'accord? Encore une fois, je ne suis pas un conseiller juridique, donc fais-toi aider. Ça ne coûte pas très cher de prendre quelqu'un qui va vraiment pouvoir te dire, ok, là, pour ta situation, il faut plutôt faire ce type de société, etc., etc. Parce que peut-être tu vas te payer une centaine d'euros, mais au moins, tu ne feras pas l'erreur. Donc, ce n'est pas de l'argent perdu du tout. Bien au contraire, c'est vraiment de l'argent qui est réellement investi parce que ça va t'éviter peut-être de faire des erreurs.
Si tu fais de la prestation de service, encore une fois, photographe, créateur de contenu, community management, graphiste. Donc là, évidemment, tous les conseils que je t'ai donnés, il n'y a aucun problème, tu peux y aller avec ça. Maintenant, si tu as un métier un peu particulier où il peut y avoir un petit danger, travailler avec des personnes, par exemple, dans la santé, l'hygiène, la nourriture, là, moi, je te conseille vraiment de te faire aider par une personne qui pourra vraiment, notamment au niveau des assurances aussi, te conseiller au mieux. Voilà, donc, je pense sincèrement que ça va aider 90% des gens à se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Lis bien les infos sur auto-entrepreneur.ursaf.fr, ce lien que je te mets en description comme tous les autres liens que tu retrouveras. Et moi, je te dis encore une dernière chose, si ça t'intéresse de développer ton business et de connaître les meilleures méthodes pour signer tes premiers clients en 21 jours, eh bien, j'ai une formation qui est 100% gratuite où justement, bien, je t'explique comment créer ton business et signer tes premiers clients en 21 jours. Donc, une formation gratuite sous la forme d'un challenge de 21 jours. Je te mets le lien en description. Tu peux t'inscrire, c'est avec plaisir, totalement gratuit. Tu as accès également à un groupe privé d'entraide, à des documents exclusifs, à des séances live aussi qu'on fait chaque semaine. Donc voilà, c'est gratuit. Je te mets ça en description. Évidemment, tu peux également t'abonner, partage la vidéo à une personne qui pourrait être intéressée. Et moi, je te dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!